Pile Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, le grand récit, introduction à l'histoire de notre temps, avec Johann Chapoutot. Johann Chapoutot, bonjour. Bonjour Marc Wielinski. Johann, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Vous êtes spécialiste de l'Allemagne, de la modernité occidentale, et vous avez écrit une série de livres, je ne sais pas combien exactement, et il y en a quelques-uns qui sont cités sur votre biographie, le nazisme et l'Antiquité, en 2008, le meurtre de Weimar en 2010, la loi du sang en 2014, la révolution culturelle nazie en 2017, Libre d'obéir en 2020, et vous êtes également l'auteur en que sais-je d'une histoire de l'Allemagne en 2014. Et nous allons parler aujourd'hui d'un livre qui est sorti il y a quelques mois au PUF, qui s'appelle qui s'intitule le Grand Récit. Et dans ce grand récit, vous analysez les grandes religions, les grandes idéologies qui ont pu nous traverser au XXe siècle et au XXIe siècle. Tous les ismes, notamment le marxisme, le nazisme, aujourd'hui le complotisme, l'illimitisme, l'ignorantisme. On va revenir un petit peu sur tout ça. Finalement, nous structurons notre vision du monde, notre vision de l'histoire, notre vision de nous-mêmes à travers de grands récits. Alors, Johann Chapoutot, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on ne peut pas se passer de s'inventer des récits, des histoires, de fables? Est-ce que notre vie personnelle, individuelle et collective est une espèce de storytelling permanent? Ça, c'est quelque chose que les anthropologues, les historiens, les sociologues, les philosophes constatent et ne peuvent que constater. Partout où il y a de l'humain, il y a du récit. Depuis les peintures rupestres des grottes préhistoriques, hein, qui représentent souvent des scènes de chasse ou des scènes rituelles, il y a, euh, il y a récit partout où il y a de l'humain, de telle sorte que on a pu être qualifié par l'écrivaine Nancy Houston, qui était par ailleurs l'épouse de Tzvetan Todorov, on a pu être qualifié d'espèce fabulatrice, hein. Nous sommes l'espèce qui raconte, qui crée des fables, qui crée des récits. Les récits, ce sont tout simplement, enfin, si on revient à Aristote, hein, à la manière dont, dans la poétique, il essaie de définir ce que c'est qu'une histoire racontée, ce que c'est qu'un récit. Un récit, c'est tout simplement une opération mentale, une opération de langage qui nous permet de disposer des objets, des événements par exemple, sur un axe temporel de manière organisée, avec un début, un milieu, une fin, hein, comme le dit Aristote. Bref, c'est quelque chose qui nous permet d'ordonner ce chaos apparent que pourrait être notre vie, ou la vie d'un groupe humain, et qui permet également de donner sens à cette vie, puisque de fait, la manière de raconter les choses est également une herméneutique, hein. C'est également une manière de comprendre ce qui s'est produit en l'ordonnant et en lui donnant sens. Ouais. Mais alors, pour vous, les religions elles-mêmes sont des récits. Le christianisme, le judaïsme, enfin toutes les religions sont des explications, des visions du monde qui ressortissent du récit.
Oui, alors, à commencer par la Bible et puis par l'Ancien Testament, hein, bien entendu, qui est en grande partie censé être un livre d'histoire et d'histoire vraie. Bon, ensuite, il y a beaucoup évidemment, d'adaptations, de métaphores et de transpositions, mais le récit est consubstantiel aux religions du livre, aux trois religions du livre, hein, issues de l'Ancien Testament, avec un récit qui est censé être factuel, qui est censé raconter l'épopée d'un peuple, et puis pour le Nouveau Testament, l'arrivée d'une modalité de Dieu ou du Fils de Dieu, hein, et raconter également son histoire. C'est un récit qui est censé raconter le réel et qui par ailleurs est porteur de normes, hein, puisque évidemment la manière dont les choses sont présentées euh, font, euh, euh, font émaner des normes de comportement à titre individuel et à titre politique. Donc le récit, effectivement, est très important. Et dans l'Occident chrétien, le grand récit qui a dominé pendant 1500 ans, c'est le récit du salut, qui était gagé sur la biographie même du Christ, hein. On était tous appelés à vivre ce que le Christ avait vécu, c'est-à-dire la douleur, puis la mort, puis la résurrection, après une vie de bonnes actions. Euh, et à titre individuel, c'était cela, et à titre collectif, ce qui a dominé l'Occident chrétien, c'est le providentialisme, c'est-à-dire cette vision de l'histoire qui permet de tout expliquer, de tout comprendre, de tout accepter aussi, de tout supporter, puisque derrière euh, tous les malheurs et tous les accidents que l'on peut vivre, il y a une volonté bonne qui est celle de Dieu. Mmh. Est-ce que c'est une façon de se consoler, des malheurs du monde? Ah, très, très évidemment, c'est une manière de tolérer au sens fort du terme, hein, c'est-à-dire de supporter ce qui nous arrive. Ça a eu une élaboration philosophique sous la plume de Leibniz, quand au XVIIe siècle, Leibniz, qui était un enfant de la guerre de 30 ans, puisqu'il est né en 1647, hein, au moment de la conclusion des négociations de paix de cette guerre horrible qui avait dévasté le Saint-Empire romain germanique, le centre de l'Europe, eh bien, Leibniz, qui était en même temps fils de la guerre de 30 ans, qui a vu les dévastations de la guerre, et qui était fils de pasteur, a essayé de conjuguer les deux. Comment est-ce que je peux conjuguer la bonne réputation qu'a Dieu dans ma famille, l'amour qu'on lui porte, hein, mon père est pasteur, et par ailleurs le spectacle de la dévastation. Et cela, vous le savez, c'est la lecture de l'histoire sous la forme de la théodicée, c'est-à-dire littéralement la justice dikée de Dieu, théos, hein, derrière le malheur humain que nous ne pouvons pas comprendre parce que notre intelligence est finie, elle est limitée, nous sommes une créature, nous n'accédons pas euh, à l'infinité du Créateur et à son intelligence infinie, eh bien nous ne pouvons pas comprendre, mais dans les desseins bons, bienveillants, comme on dirait aujourd'hui, du Créateur, tout cela a un sens. Non seulement la guerre, les morts, les dévastations, mais aussi le tremblement de terre de Lisbonne, hein, sur lequel Voltaire a ironisé ensuite dans Candide, en se moquant de Leibniz sous la figure de Pangloss, mais aussi la mort d'un enfant, bref, tout ce qui est inacceptable, intolérable, euh, nous devons l'accepter parce que dans les desseins de Dieu, cela correspond à quelque bien. C'est ce que dit Leibniz lorsqu'il dit que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, c'est-à-dire non pas un maximum absolu, hein, nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes, mais dans le meilleur des mondes possibles, c'est-à-dire nous vivons dans un optimum relatif, calculé par Dieu pour que nous menions au mieux nos existences à bien vers le salut. Alors, Johann, Chapoutot, vous dans ce livre, hein, donc le grand récit paru chez PUF, heu, vous vous donnez, une date, ou une période qui est un peu une rupture et cette rupture, c'est la guerre de 14. C'est le moment où, les grands récits théologiques qui nous permettaient une représentation, du monde, positif, favorable, confortable d'une certaine façon, heu, éclatent. C'est un des premiers grands traumatismes, du XXe siècle, il y en a eu d'autres et à partir de ce moment-là, le récit,
théologique, le récit religieux, notamment chrétien, en Occident et en Europe, est remplacé par d'autres types, de récits. Oui, alors, il y a, évidemment un effritement du providentialisme, un long étiolement au cours du 19e siècle pour des raisons que nous connaissons, qui sont le développement de l'alphabétisation, le développement également de ce que nous appelons la science, et qui, au fond, à la fin du 19e siècle, pensait avoir compris et pouvoir expliquer la totalité du monde réel, hein, la physique et la chimie de l'époque, avant l'apparition évidemment de la théorie de la relativité et de la mécanique quantique. Eh bien, cette science-là pensait avoir maîtrisé le monde et l'avoir compris et pouvoir le dominer. Donc, il y a eu ce développement de la science qui rendait au fond superflu le recours au divin pour expliquer les événements que nous vivions. Ensuite, il y a eu cette tragédie de la Grande Guerre qui a été un suicide européen, hein, tout le monde l'a vécu comme cela, et qui a fortement ébranlé les Européens de l'époque, puisque le cœur de la civilisation, ou prétendu-elle, au fond, était un gigantesque charnier, 20 millions de morts, une science qui avait produit la chimie des gaz de combat, qui avait promis les mitrailleuses avec ses murs de balles. Lorsque vous tirez de 600 à 1000 projectiles minutes, c'est un véritable mur d'acier qui fait face aux soldats. Les obus qui pulvérisent littéralement les corps. Bref, il y a eu un doute profond, bien exprimé par tous les contemporains, hein, notamment Paul Valéry, lorsqu'il dit en 1919, « Nous autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels ». Et dans ce contexte-là, plusieurs choses deviennent très difficiles. D'abord, le fait euh, de croire en un Dieu bienveillant, en un Dieu bon. Ça devient difficile lorsque l'on constate le carnage, le massacre et les dégâts. Et autre difficulté, la difficulté même à faire du récit, et notamment en littérature. Comment est-il possible encore d'écrire et d'écrire comme avant, après ce qui s'est passé? Et ça, on le voit très bien dans des mouvements qui contestent radicalement la notion même de littérature, la possibilité même d'une littérature, chez les dadaïstes, chez les surréalistes, hein, qui font le procès de Maurice Barrès de manière symbolique, hein. Maurice Barrès, le rossignol des carnages, puisque la littérature s'était compromise, hein, des écrivains comme Déroulède, Barrès avaient poussé au combat, donc la littérature était inculpée de ce point de vue-là, mais plus profondément, la littérature, ce logos, participait de cette logique, de cette rationalité qui avait mené à la guerre et à la dévastation. Et puis, encore plus loin, la littérature s'originait finalement dans une épopée guerrière, une épopée de combat, qui était évidemment l'œuvre d'Homère. Donc il y a eu un moment dans les années 20 où on s'est interrogé sur la possibilité même de continuer à faire des récits, parce que cela apparaissait impossible au jour noir de la guerre. Mais pourtant, je dirais que on est contraint à avoir des récits. Lorsqu'on lit votre livre, Yoann Chapoutot, on s'est dit qu'au finalement, on abandonne un récit pour en adopter un autre. On ne peut pas vivre sans le récit parce que c'est ce récit, que nous nous racontons à nous-mêmes, individuellement ou collectivement, qui structure notre vision du monde. Sinon, nous serions dans un monde qui n'a pas de sens. Oui, et ça aussi, c'est quelque chose que l'on ne peut que constater comme historien, et que d'autres peuvent prendre en charge plus intelligemment. Je pense à nos collègues psychiatres, psychanalystes, aux théologiens et au ministère des différents cultes, hein, qui ont peut-être des choses à nous dire là-dessus. En tout cas, effectivement, nous sommes structurés par le récit, hein. Là aussi, on peut revenir à Aristote, hein, qui nous décrit comme, entre autres, comme zoon logikon, hein, Ouais. comme être de langage, comme animal de langage, et donc animal de récit. Et on peut en faire l'expérience, évidemment, à titre individuel. Nous nous racontons une histoire sur nous-mêmes. Nous avons une mémoire qui, comme le dit Pierre Chenu, sert moins à se souvenir qu'à oublier, hein. La mémoire, ça sert à oublier, faire le tri et à conserver quelque chose qui nous permet de nous lever le matin et de vaquer à nos C'est ça, de faire le occupations tri dans sociales. les informations qui nous viennent en permanence, tri sur lequel nous ne Abs- pourrions, pas exister. Tout à fait. Et donc, ce qui est vrai à l'échelle individuelle est également vrai à l'échelle des groupes.
voyez la manière dont l'expression de roman national ou de récit national, qui était un concept critique d'ailleurs, hein, élaboré par des gens comme Mona Ozouf ou Pierre Nora dans les années 70, est devenu un mantra ou un totem politique, hein. Désormais, c'est plus un instrument critique, mais un impératif, une injonction. Il faut un roman national, il faut un récit national pour tout simplement faire coexister des individus et créer soit une communauté, soit une société. Et est-ce que vous faites vôtre, Johan Chapoutot, la vision qu'on rencontre chez certains historiens, comme par exemple Noam Yuval Harari, sur le fait que finalement c'est grâce au récit, à la fiction, que l'Homo sapiens est devenu aussi efficace, parce que ça permet finalement de faire travailler, de faire collaborer ensemble une masse très importante de gens et de créer des choses à partir de choses qui n'existent pas, de vision, la nation, l'entreprise, et cetera, de créer des actions collectives d'une grande efficacité. Est-ce que c'est pas un peu ça le substrat biologique du récit? Alors, là, c'est une question qui rejoint les interrogations abyssales depuis l'Antiquité, encore une fois depuis Aristote, hein, sur le propre de l'homme, sur ce qu'on appelle le propre de l'homme. Alors, on peut en faire un inventaire à la Prévert, mais dans ce propre de l'homme, il y a évidemment donc le fait d'être être de langage et être de récit, un récit qui est par définition agrégateur, puisque nous parlons une langue que nous avons, euh, que nous avons apprise par imitation et par socialisation, hein. Nous sommes également donc zoon mimetikon, dit Aristote, hein, animal mimétique, et zoon politikon, animal de société, puisque nous accédons à notre humanité par un processus d'hominisation qui nous transforme en être humain, alors que par rapport à d'autres espèces, aux autres espèces, nous ne sommes rien à la naissance, hein. Nous sommes pure plasticité, pure indéfinition, ce que montre bien le phénomène des enfants sauvages, par exemple, très étudié dès l'Antiquité, mais à nouveau au siècle des Lumières. Un enfant qui a grandi au milieu des moutons devient mouton. Un enfant qui a grandi au milieu des loups devient loup. Il se socialise ainsi et il s'animalise au lieu de s'hominiser. Donc effectivement, le propre de l'Homo sapiens, ou la nature de l'Homo sapiens, c'est de ne pas en avoir. De ne pas avoir de nature, d'être pure plasticité, pure ouverture, et par la socialisation du groupe, d'accéder à son humanité. Donc déjà même dans son être, dans son existence, dans sa projection, il est structuré par le récit et par le langage. Et évidemment, ensuite, les communautés humaines sont tenues, chevillées par ces récits communs, ces souvenirs et comment dire, ces angoisses, ces fantasmes et ces projets. On peut revenir à Ernest Renan, hein, qui définissait la nation comme non seulement ce plébiscite de tous les jours, mais également ce récit partagé, ces souvenirs communs. Mmh. Alors, Johan Chapoutot, on va revenir à la guerre de 14, parce que donc, bon, schématiquement, il y a une rupture à ce moment-là, il y en a d'autres et on voit d'autres récits, qui se mettent en place. On va se limiter aux récits politiques parce qu'il y a il y a probablement des tas d'autres récits, littéraires, scientifiques et cetera qui se développent. Mais, les récits, politiques, il y en a au moins il y en a un qui s'est mis en place avant la guerre de 14, c'est le marxisme. Et il y en a un qui se met en place, je dirais plutôt, au moment de la guerre de 14 ou après, le fascisme, avec sa version allemande, le nazisme, dont vous êtes un spécialiste. J'aimerais bien qu'on reparle un petit peu de ces récits. Vous dites que finalement, le terme idéologie est trop faible pour Mhm, exprimer ce que sont ces récits, car ce sont plus finalement des nouvelles religions qu'autre mhm. chose. Idéologie, c'est simplement, on se limite un peu, c'est la façon dont on voit le monde, etc. Alors que là, c'est vraiment des récits qui sont structurants comme des religions. Oui, alors je reprends cette intuition à d'autres, hein, alors à l'historien Emilio Gentile qui a très bien défini et très bien étudié le fascisme comme religion politique sous l'aspect rituel essentiellement. Une idéologie politique comme le fascisme se
calqué, hein, était calqué sur les religions polyades de l'Antiquité, les religions civiques, qui étaient essentiellement rituelles. Et ça, il le montre bien. Mais avant Emilio Gentile, c'était Raymond Aron qui, dès un article de 1944, parle de religion séculière. Et l'intuition de Raymond Aron, qui était non seulement un sociologue, mais un philosophe et un observateur très sagace du monde contemporain, l'intuition de Raymond Aron, elle est très, très pénétrante, puisque de fait, ce que l'on appelle les idéologies du XXe siècle, hein, fascisme, nazisme, stalinisme, prennent en charge, prennent en compte et prennent en charge des dimensions de l'existence que les doctrines politiques du XIXe siècle laissaient de côté. Euh, les doctrines politiques du XIXe siècle se limitaient à étudier les manières d'accéder au pouvoir, de l'exercer, parfois pour les idéologies de gauche, de partager les richesses, mais des questions existentielles touchant à l'intimité de l'individu mortel n'étaient pas prises en considération. C'est ce que font par contre les doctrines ou les nouvelles cultures politiques fascistes, nazies ou staliniennes, qui prétendent non seulement régler toutes les questions qui étaient considérées par les doctrines classiques du XIXe siècle, mais aller au-delà, puisque entre les deux, il y a eu, on y revient, cette Première Guerre mondiale, qui a été une gigantesque mort de masse, qui a fortement ébranlé, au sens anthropologique, hein, profondément ébranlé les contemporains, et qui les a laissés très souvent démunis pour faire le deuil. Parce que lorsque la mort frappe, et lorsque une mort, comment dire, incompréhensible frappe, par exemple des parents qui enterrent leurs enfants, c'est devenu un phénomène de masse en Europe entre 14 et 18, eh bien il faut un soutien transcendant très fort pour pouvoir faire le deuil et donner sens à cette mort. Or, cette mort de masse de la Première Guerre mondiale, 20 millions de morts, hein, si on compte les civils, coïncide avec un phénomène de lente déprise du christianisme en Occident. Il a donc été très difficile de faire le deuil de ces morts-là, et une culture politique comme le nazisme, par exemple, propose précisément cette possibilité-là, en disant que votre fils est mort, certes, mais il n'est pas mort pour rien, ce que pourrait laisser à croire la défaite, le traité de Versailles, l'humiliation de l'Allemagne, etc. Non, il n'est pas mort pour rien, il est mort pour que l'Allemagne vive. Et dans les nécrologies des militants nazis des années 20, vous avez toujours cette formule très marquante, puisque c'est une formule archaïque, hein. Er starb auf das Deutschland lebe, il est mort afin que l'Allemagne vive, avec une formule très archaïque, auf das, suivi du subjonctif 1, qui mime et reproduit un langage très daté comment dire, de la solennité religieuse. Mais ça, Johann Chapoutot, c'est pas spécifique à l'Allemagne, puisque, en France, il y avait aussi les morts pour la France. Il fallait bien que tous ces morts, tous ces jeunes gens qui sont morts, soient morts pour quelque chose, sinon c'est insupportable. Oui, effectivement, il y a ça, il y a cette ritualité républicaine, étatique, politique, hein, avec une, une forme de ritualisme qui est créé lors des cérémonies du 11 novembre, le 11 novembre, du 11e jour du 11e mois à la 11e heure, les cloches sonnent, le glas, et puis on énumère au pied du monument aux morts la liste des, euh, des tombées au front, suivies de la formule mort pour la France. Il reste que en France, et j'en parle dans le livre, en citant Gabriel Chevalier, hein, cet ancien combattant, un des principaux témoins reconnus, hein, de l'horreur de la Grande Guerre, qui a été également un auteur comique, puisque à côté d'un témoignage sur la Grande Guerre qui s'appelle La Peur en 1930. Il a publié en 1934 le livre Clochemerle, qui est devenu un nom commun, hein, tellement il a été célèbre. Et dans Clochemerle, c'est une farce rabelaisienne, au fond très sérieuse, qu'écrit Gabriel Chevalier, parce qu'il montre la dévitalisation des notions structurantes de la République dans les années 30. Au fond, l'ancien combattant qui a vécu la mort ne peut plus gober, croire et accepter ces formules qui sont devenues creuses, comme la devise républicaine, comme les discours
des comices agricoles ou des fêtes municipales, dont Gabriel Chevalier livre une satire particulièrement Oui, corrosive, c'est devenu en montrant dérisoire, que quoi. On peut plus y adhérer, c'est ça? absolument, Ouais. c'est dérisoire pour un homme qui a vu la mort en face, qu'on a envoyé au front au nom de la patrie, de la France, etc., et qui trouve absolument grotesque et inacceptable de continuer ensuite comme si de rien n'était. Mais alors, Johan Chapoutot, et puis on va revenir, vous allez voir, progressivement, on va en venir à l'époque contemporaine et au récit contemporain. Mais est-ce que, sur le XXe siècle, ces 2 grandes idéologies que sont d'une part le nazisme, d'autre part le marxisme, est-ce que leur succès ne vient-il pas du fait que justement elles proposaient, une vision du monde, heu totalement simplifiée, parfois même absurde, mais elle Mhm. proposait une vision du monde alors que les démocraties à ce moment-là, finalement, ne proposaient qu'un vivre ensemble et pas quelque chose sur lequel on se projette. Oui, vous avez raison de le souligner, de faire la comparaison avec des démocraties. Disons que en 1918-19, l'heure est au triomphe des démocraties, hein. Les grands empires centraux se sont effondrés, dans un camp comme dans l'autre, hein, russe du côté des alliés, et puis austro-hongrois et allemands du côté des ennemis. Euh, une multitude de pays se créent ou se recréent qui adoptent des constitutions démocratiques sur le modèle britannique, américain, mais à vrai dire surtout français. Et on se rend compte 20 ans plus tard, en 1938, qu'elles ont toutes disparu, ces démocraties-là, toutes, sauf une, la Tchécoslovaquie, ce qui explique d'ailleurs la haine particulière des nazis à l'encontre de la Tchécoslovaquie, qui montrait la viabilité, hein, de ce régime qu'il honnissait. Euh, et effectivement, on s'est interrogé sur cette enfin, sur cette disparition progressive des démocraties d'Europe centrale. D'une part, en rappelant que c'était une idée neuve en Europe et qu'il fallait du temps, de l'acculturation pour enraciner ces régimes, et d'autre part en montrant que ces régimes étaient bien faibles, en effet, pour susciter l'adhésion ou l'enthousiasme des, euh, de leurs citoyens. On le voit en France et en Grande-Bretagne pendant la crise, enfin la récession terrible des années 30, alors que du côté fasciste ou nazi, il y a une forme d'enthousiasme prométhéen, hein, de jeunesse, de vitalisme dans la reconstruction économique, dans le réarmement, dans le plein emploi retrouvé, enthousiasme que l'on retrouve également dans l'ambiance des plans quinquennaux staliniens. Donc non seulement ces régimes-là offrent de l'emploi, de la croissance et des gratifications matérielles. Euh, il ne faut pas oublier qu'en Allemagne, à l'été 1932, la famine réapparaît. Donc là, les nazis donnent à manger à leur peuple. Donc évidemment, c'est un motif de soutien, mais également des gratifications morales, des gratifications symboliques, sous la forme de valorisation. Alors d'un côté, c'est la race supérieure, de l'autre côté, c'est la classe prolétarienne qui va faire la révolution et le bonheur humain. Et par ailleurs, la gratification tient à la simplicité de la vision du monde, on pourra y revenir, que vous évoquiez, mais également, donc vous comprenez tout grâce à ces idéologies-là, mais également vient de l'eschatologie qui est offerte. L'eschatologie, c'est-à-dire cette vision des derniers temps, des fins dernières, qui à chaque fois est promise aux masses populaires, que l'on accompagne vers leur bonheur. Alors, il est différent, hein, bien entendu, dans tous les cas, mais dans les 3 cas que nous citons, y compris le fascisme italien, il y a une promesse exaltante de sortir de l'histoire par le haut en arrivant à cette espèce de stase du bonheur humain, société sans classe d'un côté ou monde de paix et empire colonial racial de l'autre. Ouais. Mais alors, vous expliquez bien dans ce livre et dans d'autres que le nazisme et les théories raciales qui le constituent, euh, finalement, ne sont pas arrivés par hasard, voilà, comme ça, de la tête d'Hitler qui a écrit Mein Kampf et qui a fait participer les gens. C'est quelque chose qui était profondément euh, ancré quelque part et qui est ressorti peut-être à la faveur de la guerre de Oui, 14. C'est ce que c'est comme ça que ça s'est passé. oui,
Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Alors déjà, effectivement, la focalisation sur la personne d'Hitler est absurde parce que c'est un acteur, au fond, très même de la théorisation, hein, de la création de la vision du monde nazi. Les idées des nazis, déjà, ne sont pas des idées nazies. Ils n'ont quasiment rien inventé. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont su récupérer des éléments d'un texte occidental général, hein, d'une culture occidentale générale, et qu'ils ont réussi, dans un contexte tout à fait particulier, qui est celui d'une détresse de l'Allemagne, début des années 20, puis fin des années 20, ils ont réussi à mettre en cohérence ces éléments et à proposer Oui, précisément ils n'ont rien un inventé, récit, une parce que vision de l'histoire. et il y a même des Oui, prix Nobel à cette époque-là qui parlaient de race supérieure, qui disaient qu'il fallait éliminer les handicapés. Enfin, c'était un discours tout à fait tout à partagé. fait commun. Tout à fait commun et partagé, mais c'est quelque chose, c'est une idée qui a du mal à infuser, si vous voulez, parce que on a toujours cette idée, pour s'en protéger, et c'est normal, de considérer que le nazisme est un aérolite venu d'un monde différent du nôtre, qui a frappé comme ça l'Europe en 1933, et que évidemment ensuite il s'est dissous en 1945. Or, c'est pas le cas. Les fondements de la vision du monde nazi, reprenons leur expression, Weltanschauung, sont des idées tout à fait banales et partagées à l'époque: l'impérialisme, le racisme, l'antisémitisme, le colonialisme, le capitalisme, le nationalisme, le militarisme, enfin bref, plus ce que vous citiez, c'est-à-dire le darwinisme social, l'eugénisme, tout cela a été partagé alors très largement à droite, mais aussi à gauche, hein. Quand on pense par exemple à quelque chose comme l'eugénisme, lorsque vous lisez Zola, vous voyez quand même quelqu'un qui a une vision tellement déterministe, biologique et noire des choses que l'eugénisme il trouve tout à fait sa place, parce que ça permettait de renforcer ou de rasséréner ou de régénérer même la classe ouvrière grâce à la science. Mmh. C'était la pointe avancée de la science. Ce qu'il y a de spécifiquement, je dirais pas nazi, mais là pour le coup, hélas, allemand dans cette histoire, c'est l'obsession de l'espace vital, enfin ce que nous appelons l'espace vital, qui est une traduction un peu fautive, parce que le terme allemand de Lebensraum veut dire littéralement le biotope, hein. Les nazis étaient des racistes déterministes tout à fait littéraux, littéralistes, hein, qui considéraient qu'il y avait une vision zoologique de l'humanité. L'humanité, c'était eux, bien sûr, et ils employaient des termes issus de la biologie, issus des sciences du vivant et de la nature, et ce terme de biotope, Lebensraum, est une belle indication de leur manière de considérer la zoologie humaine, hein. Il faut que l'espèce allemande, la race germanique donc, dispose d'un biotope qui soit suffisant pour son expansion, sa fécondation et puis son génie. Alors, on va venir un petit peu à notre époque, qui ne manque pas de récits, même si ils sont peut-être un peu plus éclatés, un petit peu plus nombreux et peut-être moins prégnants que ceux qu'on a connus au XXe siècle, sachant qu'on peut penser avec un certain espoir que les récits comme le nazisme, voire le marxisme dans sa version la plus fermée, ont disparu, quoique ils n'ont pas totalement disparu, puisque vous me disiez à l'instant qu'il y a dans certains pays des gens qui se réclament encore ouvertement du nazisme. Euh, Mm. mais alors, vous parlez dans ce livre, alors, le grand récit, de nos grands récits contemporains. Donc, vous parlez notamment du complotisme. Le complotisme, c'est on parle toujours du complotisme, actuellement, c'est très, très, voilà, même c'est devenu quand même l'insulte à la mode, Mm. de dire à quelqu'un, de l'accuser d'être un complotiste. Mhm. Mais qu'est-ce que c'est exactement? En fait, on voit bien dans ce que vous dites que le complotisme a des racines extrêmement anciennes. Qu'est-ce que c'est exactement le complotisme? Alors, si vous le permettez, je vais juste revenir à ce que vous disiez sur le nazisme et le néonazisme. Disons que le nazisme et le fascisme ont disparu en tant que phénomène de masse après 1945
pour une raison assez simple, c'est que ce sont des idéologies, des cultures politiques virilistes, bellicistes, agressives, qui ont été soumises à l'ordalie de l'histoire. Ces gens-là prétendaient être les meilleurs et les plus forts. Leur défaite écrasante en 1945 a bien montré que ce n'était pas le cas, et donc ça a évidemment entamé leur crédibilité, hein, comme idéologie conquérante. Mais des néo-nazis et des néo-fascistes, ça existe. On en parlait tout à l'heure avant l'émission. J'ai été invité par le gouvernement suédois pour parler lors des cérémonies du 27 janvier, hein, ouverture du camp d'Auschwitz, que l'on célèbre désormais, et c'est heureux, dans le monde entier. Et deux des conférences ont fait l'objet d'agressions néo-nazis, mais de la part de gens qui ouvertement se réclament du racialisme le plus strict, le plus déterministe, le plus violent. Et c'était la première fois, à vrai dire, que j'assistais ou j'étais l'objet de ce genre de choses. Il n'y avait pas que moi, bien entendu, il y avait également les associations gouvernementales et les universités qui m'invitaient, mais c'était une expérience tout à fait singulière. Mais il reste que ce sont des poches assez, ou des niches assez limitées du corps social, parce que de fait, euh, la crédibilité de ces visions du monde-là a été entamée par l'ordalie, hein, de 1945. Par contre, ce qui prospère aujourd'hui, c'est effectivement ce complotisme qui peut avoir partie liée, hein, au nazisme ou au fascisme. Le nazisme est un complotisme pleinement assumé, hein, comme on dit aujourd'hui. C'est une vision de l'histoire totalement complotiste qui estime que l'Allemagne est victime, le peuple allemand est un peuple soumis à la vindicte et à la haine d'ennemis raciaux, parmi lesquels, enfin, au sommet desquels les juifs, qui sont, selon les nazis, les véritables agresseurs, qui veulent détruire l'Allemagne pour toute une quantité de C'est ça, raisons les que Juifs j'ai... sont les agresseurs, hein, Oui, du peuple oui, allemand. oui, oui, et c'est tout à fait surprenant lorsque l'on entre dans l'étude de ces textes-là et de cette culture-là. On rentre, comme tout le monde, avec des idées préconçues qui sont fausses, en fait, hein. Et on est plongé dans un monde très angoissé, très angoissant bien sûr, mais très angoissé, où l'angoisse suinte à chaque ligne, si vous voulez, et où les réalités sont totalement inversées. Le mot pogrom, dans la langue nazie, ne désigne pas ce que vous imaginez, ça désigne au contraire l'assassinat de Germains de bonne race par d'atroces juifs. Le mot extermination désigne ce dont les Allemands sont victimes, un peu comme aujourd'hui Poutine estime que les Russes sont victimes de l'extermination diligentée par un nazi ukrainien qui se trouve être le président Zelensky, qui par ailleurs est juif et dont la famille a été victime de la Shoah. Enfin bref, ces réalités inversées sont permanentes dans le cas nazi, mais c'est très puissant, comme dans le cas russe aujourd'hui, c'est très puissant parce que ça donne une motivation à agir. Lorsque vous êtes la victime, lorsque vous allez disparaître, lorsque vous êtes en instance d'extinction, c'est ainsi que les nazis présentent les choses, eh bien vous êtes motivé à combattre, à frapper et à tuer. Parce que frapper et tuer n'est pas évident, les nazis le savaient, et il fallait donc créer des dispositifs à la fois cognitifs et normatifs qui permettaient d'être agressif et d'être violent. Mais très clairement, le nazisme est comment dire, l'exemple paradigmatique, si vous voulez, du complotisme. Mais alors, ça explique, c'est cette, c'est cette peur vitale qui explique qu'on puisse, par exemple, assassiner des enfants. Parce qu'on est dans un combat pour sa propre survie, donc tout est permis. Sinon, ce serait impossible. Oui, alors ça, effectivement, là, c'est quelque chose que j'ai dû traiter dans des travaux précédents, comme la loi du sang ou la révolution culturelle nazie. La loi du sang, d'ailleurs, qui avait obtenu le prix d'Yad Vashem, j'en étais très fier parce que c'était la première fois que Yad Vashem consacrait un livre qui était exclusivement consacré aux bourreaux et à leur vision du monde, à leur catégorie normative, qui entrait à ce point, si vous voulez, dans l'esprit, dans l'intellect ou dans l'outillage mental et les catégories mentales de ceux qui ont commis des choses qui ne sont pas concevables pour nous, et heureusement. L'objet du livre, c'était de voir comment ces choses inconcevables avaient pu être concevables, précisément, voire souhaitables, désirables, par des
êtres humains, ça reste des êtres humains. Comment est-il possible d'assassiner un enfant au bord d'une fosse en Lituanie? Ou en Biélorussie, ou en Ukraine? Comment c'est possible? Eh bien, tout un discours complotiste, toute une vision de l'histoire, obsidionale, paranoïaque, a été développée, qui conduisait à dire, et ça on le constate non seulement dans les textes des chefs, hein, dans les discours d'Himmler par exemple, comme dans les correspondances ou les journaux intimes des exécutants à la base, eh bien, une vision du monde qui consiste à voir l'enfant non pas comme comme un petit juif, mais comme un futur juif adulte, euh, qui sera dangereux et qui viendra tuer vos propres enfants. C'est ce que les gens disent, hein, c'est ce que les exécuteurs disent. C'est Robert Lai, le chef du Front allemand du travail, docteur en chimie, qui avait dit à plusieurs reprises, lorsque vous voyez un enfant juif, ne voyez pas le joli petit marcassin, voyez l'horrible sanglier qu'il va devenir et qu'il faut abattre. Voilà. Ouais. Alors, Johan Chapouton, on va revenir un petit peu maintenant à l'époque contemporaine et à ce qu'on vit. Et je me suis livré à un petit exercice en lisant votre livre, donc Le Grand Récit, vous avez publié donc au PUF. Et j'ai essayé, parce que moi j'aime bien me mettre dans la tête de mes invités et d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils penseraient de certaines choses. Et comme on vit une période, comme on vit une période électorale, j'ai essayé d'aller voir ce que disaient les différents candidats. Ça m'a permis de m'y intéresser un petit peu parce que sinon, c'était pas toujours très folichon. Et je me suis aperçu, et ça, votre livre nous éclaire beaucoup là-dessus. Il nous donne à penser cet exercice. J'ai essayé de décrypter les récits derrière tous ces jeux-là. Et je me suis aperçu que finalement, les débats entre les candidats, entre les différentes idées, ce ne sont que des confrontations de récits. Et c'est pour ça que quelque part, il ne peut pas y avoir de vrai débat. Parce que les faits, les chiffres ne sont là que pour accréditer son récit. Alors, ce qui est assez facile, c'est à l'extrême droite. Vous avez voilà, Zemmour, Le Pen, le récit nationaliste, le grand remplacement, tout ça. Ce sont des récits extrêmement forts. Ils sont tellement caricaturaux d'une certaine façon qu'ils sont très visibles. Vous avez l'extrême gauche aussi. Quand vous regardez et écoutez un petit peu Mélenchon, etc., vous avez le récit de la lutte des classes en permanence. Voilà. Mais vous en avez d'autres. Pécresse, vous avez le récit du libéralisme, de la libération de l'entreprise, etc. Et j'aimerais savoir un petit peu comment vous voyez ça, parce que votre livre nous aide à décrypter tout ce que l'on vit actuellement. Bien, effectivement, j'ai un peu le même constat que vous, et ça revient à ce que l'on disait au départ sur la notion de roman national. Je vous le disais, pour l'historien, c'est assez curieux d'entendre des personnalités politiques parler de roman national de manière prescriptive, de manière méliorative, positive, en disant qu'il faut un roman national, alors que, encore une fois, c'est une catégorie critique, élaborée par des gens comme Mona Ozouf ou Pierre Nora, qui, en reprenant la manière dont la Troisième République présentait l'histoire de France, notamment dans les manuels scolaires, avaient vu qu'il s'agissait d'un roman, c'est-à-dire de quelque chose qui est distinct de l'histoire, hein, quelque chose qui est distinct de la réalité objective des faits. Et donc le fait de voir des candidats promouvoir la notion de roman national de manière injonctive, hein, comme une injonction, me laisse à penser qu'il y a comme une forme de démission du politique chez la quasi-totalité des candidats, notamment au centre, à vrai dire, hein. En gros, un arc allant de Pécresse à Jadot, Hidalgo, en passant par Macron, euh, des gens qui auraient acté la démission du politique, la démission l'absence de pouvoir du politique par rapport à des puissances qui les dominent, comme les marchés, les lobbies, etc. Et au fond, le seul terrain de jeu ou le seul terrain d'action des personnalités politiques où ils pourraient exercer leur force de proposition, ce serait sur le terrain plus abstrait, plus évanescent au fond, du récit, bref, de l'accompagnement rhétorique et esthétique des choses,
au lieu de parler du dur, concrètement, des mesures sociales à prendre, des mesures de réindustrialisation, des mesures pour permettre de faire face à la catastrophe géoclimatique, hein, donc la transition énergétique, etc. Voilà, donc c'est un petit peu ma lecture des choses, mais sans doute est-elle contestable, hein. Ouais. Mais alors, est-ce que vous êtes sensible à ça, cette confrontation des discours? On a l'impression qu'ils ont chacun leur fable, d'une certaine façon. Alors, il y en a un qui va voir la fable du grand méchant loup, l'autre qui va voir la fable du chaboté. Voilà. Et Mhm. puis, parce qu'il faut aller vite et qu'il faut faire des vraies réformes, etc. Ça explique pourquoi, finalement, il ne peut pas y avoir de. Finalement, il y a pas de débat, il y a pas de discussion. On choisit entre. Qu'est-ce que c'est une élection, finalement? On choisit entre différents récits celui qui nous correspond le mieux. C'est ça? Alors, c'est une dimension, effectivement, et c'est un des risques de la démocratie, hein, du suffrage universel, que de voir des choix s'effectuer non pas sur l'analyse rationnelle, objective, chiffrée, comme vous le disiez, des programmes et des propositions, quand elles existent, hein, parce que pour certains candidats, il n'y en a même pas, hein, quand on pense à l'actuel président de la République, il n'y a même pas de programme, si vous voulez. C'est le risque, effectivement, qu'il y ait une forme de séduction plutôt d'ordre passionnel pour soit pour une apparence, soit pour une image, soit effectivement pour une fable, comme vous le dites. Mais je reprends le spectre politique, comme vous l'avez envisagé. Disons que les candidats centraux, eux, se réfugient dans le seul récit parce que de toute façon, ils ont abdiqué l'idée même de pouvoir agir véritablement, concrètement. Et sur les marges du champ politique, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un recours dans un monde complexe, effectivement, et troublé, un recours à des discours anciens. Du côté de Mélenchon, par exemple, vous avez parlé de la lutte des classes, mais il y a aussi cette vision très tertio-républicaine de l'histoire de France et de l'histoire de la grande Révolution française, hein. On a l'impression de rouvrir les manuels d'histoire de la Troisième République, y compris dans le rapport à l'Allemagne, hein, qui n'est pas la tasse de thé de Jean-Luc Mélenchon pour plein de raisons. Et du côté des marges de droite, là, pour le coup, on a recours à des discours très anciens, alors qui participent un petit peu du roman national républicain, mais plutôt, à vrai dire, d'idéologie angoissée, obsidionale, paranoïaque, qui avait cours dans les années 30, très clairement, sous Vichy, bien entendu, mais plus anciennement, au fond, depuis la fin du 19e siècle, qui est cette période qui a vu naître le boulangisme, qui a vu naître le national-socialisme, qui a vu naître les idéologies réactionnaires nationalistes. Et dans le cas de Zemmour, le cas le plus extrême, vous avez comment dire, une inscription de sa vision de l'histoire de France très clairement dans le complotisme contre-révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle, hein. Ce moment où, face au choc de la Révolution, certains élaborent une vision complotiste des choses, qui est que la démocratie, c'est mal et c'est forcément satanique, et c'est dû à un complot maçonnique, d'abord, ça c'est l'abbé Baruel, qui au fil des décennies, au XIXe siècle, va devenir un complot judéo-maçonnique, puis judéo-bolchevique, puis juif tout court. D'accord. Johan Chapoutot, j'avais des tas de questions à vous poser, mais on arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie en tout cas d'être venu, de nous avoir éclairés. Et puis surtout, je renvoie nos auditeurs à votre livre, donc Le Grand Récit, chez PUF, un livre écrit. Alors, c'est pas toujours le cas des livres universitaires, mais avec une limpidité, une richesse tout à fait extraordinaire, un livre tout à fait passionnant. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui sur Pile Poule. Merci à vous. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.